Hola a todos, merci de nous accompagner dans cette nouvelle émission de Inside Liga. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le match vedette de la 9e journée du championnat espagnol. La Liga, c'était Valencia-Real Madrid. Et puis, on partira du côté du Pays Basque pour s'intéresser à la Real Sociedad, l'équipe révélation de ce début de championnat. Et puis, on reviendra du côté des Valence à nouveau, de la capitale del Turia, pour voir ce qui se passe du côté des Valence, parce qu'il y a une crise institutionnelle réel depuis plusieurs années dans ce club de la côte méditerranéenne. Et ça, nous le ferons avec notre invité d'aujourd'hui, Fred Griffaton, que je vous présenterai tout à l'heure et qui est un très fin connaisseur des réalités de Valencia. Mais pour l'instant, il est temps de donner le top départ à l'émission Inside Liga. Et voilà, on est de retour après ce jingle de Inside Liga. Et bien sûr, pour m'accompagner aujourd'hui, nos consultants. Et on commence avec Achille. Bonjour Achille, merci de nous accompagner aujourd'hui. Journaliste sportif qu'on écoute sur plusieurs médias, mais notamment consultant pour Cab Sport. Donc Achille qui a aussi une actualité très présente puisqu'il a une nouvelle émission sur cette chaîne YouTube. C'est ça, exactement. Il s'appelle Inside Critique. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, on aura avec nous Ouda Abid. Bonjour Ouda. Bonjour Juan José, bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour débattre sur toute l'actualité du football espagnol. Et avec nous aussi Alison Nkoukou, journaliste sportif aussi, qui était avec nous la semaine dernière, connaisseuse du football espagnol, dont les analyses sont très pertinentes. Donc, merci de nous accompagner encore une fois aujourd'hui. Merci à toi, je suis ravie de poursuivre cette aventure dans Inside Liga. Et puis avec nous, l'invité, Fred Griffaton. Vous êtes le fondateur et l'administrateur du compte Twitter Valence France. Vous suivez l'actualité des Valence France, qui est sur Twitter l'organe de référence pour les informations sur Valencia. Et comment est née justement cette idée d'amener Valence sur Twitter et pour les Français? Alors, d'où est venue cette idée? Hélas, en France, on décortique pas assez pour l'opinion publique la situation de Valence en France. Et je souffrais, moi, de cette situation. Donc, j'ai décidé, car voilà, je suivais de près certains journalistes locaux de Valence, et j'ai décidé de créer un compte pour tous les supporters de Valence en France qui souffrent de ce manque d'informations. D'ailleurs, vous avez, je crois on aura à l'écran le compte Twitter justement des Valence France. Vous avez plus de 10 000 followers sur votre compte qui vous suivent de façon régulière. Mais tout d'abord, on aura le temps de parler des Valence parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Mais tout d'abord, on va commencer avec la Quiniela. Vous connaissez ce rendez-vous, les résultats du week-end dernier du côté de la Liga. Alors, ce qu'il faut retenir de cette 9e journée, on commence d'abord avec Elche qui a été tenu en échec par le Celta Vigo, un but partout. Chavez a ouvert le score sur penalty à la 4e minute pour Elche et c'est Mina qui égalise le score pour le Celta Vigo qui occupe la 17e position et Elche pointe à la 11e. Même scénario pour Huesca et Eibar. Esteban Burgos convertit son coup franc à la 38e minute et c'est Rafael Mir Vicente qui égalise en plaçant une tête à bout portant à la 60e minute de jeu. Huesca est dernier du classement avec 6 points depuis le début de la saison. 7 buts ont été marqués lors de la rencontre Barça-Betis. Les Catalans se sont imposés 5 buts à 2 et c'est Ousmane Dembélé qui ouvre le score pour les Blaugrana à la 22e, avant que Sanabria égalise pour Betis. Griezmann, quant à lui, a tenté 4 fois sa chance 4 fois en première période, 2 tirs non cadrés, une frappe sur le poteau et un penalty raté à la 32e minute. Au retour des vestiaires, le Français reçoit une passe de Alba et frappe de près pour marquer son 2e but de la saison. Du côté de Betis, Aïssa Mandi écope d'un carton rouge pour faute de main pour accorder un penalty au Barça, transformé par Lionel Messi qui remplace Ansu Fati à la seconde période. La Pulga a inscrit
un doublé et Pedri clôture ce festival avec un 5e but à la fin du temps réglementaire. Après une série de défaites, le FC Séville stoppe l'hémorragie et s'impose face à Osasuna, 1-0. La seule et unique réalisation est signée Ocampos qui transforme un penalty à la 59e minute de jeu. Atlético Madrid, de son côté, enchaîne sa série de victoires, cette fois-ci face au Cadix FC, 4-0, avec notamment un doublé de Joao Félix et un but de Llorente et un but pour Luis Suarez. Grâce à cette victoire, les hommes de Diego Simeone occupent la 3e place du classement. On reste dans la même région et cette fois-ci avec un autre match. Villarreal qui reste invaincu et s'est imposé en déplacement à Getafe ce dimanche 3-1. Le sous-marin jaune a enchaîné un 9e match sans revers en Liga et en Europa League confondu et il continue de s'accrocher au podium de la Liga. Pour les 2 autres clubs engagés en Ligue Europa, le Real Sociedad enregistre son 5e succès de rang et s'impose face à Grenade 2-0. Le club basque garde son fauteuil de leader de la Liga avec 20 points. Pas de vainqueur en revanche entre Levante et Deportivo Alavés. Les 2 clubs n'ont pas réussi à se départager lors de cette 9e journée. Les visiteurs ont ouvert le score à la 4e minute grâce à Lucas Pérez, mais José Luis Morales, l'attaquant de Levante, a permis à son équipe d'obtenir le point du match nul à la 51e. Alavés pointe à la 14e place de la Liga et Levante à la 18e. Dans l'autre rencontre, l'Athletic Bilbao s'est incliné face à Valladolid 2-1. Valladolid obtient son premier succès de la saison et quitte la dernière place du classement de la Liga. Et pour finir, Valence clôture cette journée avec une belle prestation face au Real Madrid. Le club hôte a écrasé les visiteurs 4-1. Après avoir ouvert le score par Karim Benzema, les Madrilènes ont encaissé 4 buts dont 3 penalty. Les hommes de Javi Gracia ont joué un mauvais tour aux joueurs de Zinedine Zidane lors de la dernière rencontre de la 9e journée de la Liga. Et puis, d'autres infos, justement, sur la journée, du côté du Barça. On en parlait, Achille, avant l'émission. Messi a débuté en tant que remplaçant, mais surtout, l'info, c'est que Ansu Fati s'est blessé et va être opéré, il va être plusieurs mois en dehors des terrains de jeu. C'est ça, il est indisponible. C'est un véritable coup dur pour le FC Barcelone. Maintenant, coup dur pour lui, pour le club, mais ça va peut-être faire les affaires d'un Dembélé, qui va peut-être avoir encore plus de temps de jeu. Et qui sait, Antoine Griezmann, voilà, il a marqué son 2e but. Peut-être qu'on va trouver une solution, peut-être pour lui. Une autre information sur un joueur français, Jules Koundé, qui joue à Séville, qui est titulaire avec Séville dans l'axe de la défense et qui a été élu lors du dernier match, donc face à Séville. Il a été élu le meilleur joueur donc de ce match, un jeune français qui triomphe encore une fois du côté des Séville. Signaler que Lemar avec l'Atlético de Madrid est entré en cours de route. C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent. Il n'a pas réussi à garder sa place de titulaire à l'Atlético de Madrid. Et puis un autre Français par contre qui a bien gardé sa place de titulaire, c'est celui de Romain Lenormand qui joue à la Real Sociedad, qui est aussi dans l'axe de la défense, mais qui malheureusement s'est fait donc sortir avec un carton rouge à la fin du match qui opposait donc la Real Sociedad à Grenade. Rappelez qu'effectivement la Real Sociedad est première du championnat espagnol avec 20 points, suivi de Villarreal 18 points, l'Atlético Madrid 3e 17 points et le Real Madrid n'est que 4e avec 16 points. Barcelone pointant quand même à la 8e place dans le championnat. Meilleur buteur, c'est Mikel Oyarzabal, l'attaquant de la Real Sociedad, 5 buts, mais ce n'est pas le seul, puisque un vieux de la vieille, Paco Alcácer, avec Villarreal aussi, premier avec 5 buts, autant que Luis Suarez et Joao Félix, les 2 attaquants de l'Atlético de Madrid. Mais il est temps de s'intéresser maintenant au match qui défraie la chronique aussi bien du côté de Madrid que du côté de Valence. C'est le match qui, donc, on a vu dimanche soir entre Valencia et Real Madrid. Et pour ce débrief, jingle, le match. Donc, Valencia-Real Madrid. La première des choses, c'est que ce match était très mal parti sur le papier pour Valence.
parce que lors des 6 dernières confrontations avant celle de dimanche, Valence avait perdu à 4 reprises et n'avait gagné qu'une seule fois. Et puis, il y a eu cette victoire inattendue, et je dis bien inattendue, donc dimanche soir face au Real Madrid. Nous avons contacté Jonathan Pérez, qui est le fondateur du compte Twitter Real France, un compte Twitter qui compte plus de 370 000 followers et un peu plus d'1 200 000 personnes qui suivent la page Facebook de ce compte. Pour qu'il nous fasse l'analyse de ce match, je vous propose d'écouter Jonathan Pérez et l'analyse qu'il fait de ce Valencia-Real Madrid. Le Real Madrid vient de s'incliner lourdement à Mestalla face à Valence, 4-1. Malgré l'ouverture du score signé Karim Benzema à la 21e minute de jeu suite à un très beau mouvement collectif et une frappe puissante et limpide qui venait battre le portier valencien. Et ça venait récompenser justement 20 très bonnes minutes du Real Madrid qui avait réussi à mettre en difficulté Valence en évoluant en bloco, en réalisant un pressing constant et en empêchant les relances valenciennes. Suite à ça, et bien, un peu comme d'habitude, le Real Madrid a reculé malheureusement et s'est exposé au contre-valencien et surtout malheureusement également, comme à l'accoutumée, a multiplié les erreurs défensives. 3 pénaltys encaissés et un but contre son camp signé Raphaël Varane qui donne donc ces 4 buts aux Valenciens qui ont frappé, enfin qui ont cadré en tous les cas seulement 4 fois dans ce match. Donc c'est symptomatique vraiment de la fébrilité défensive du Real Madrid en ce moment et depuis plusieurs mois. Le Real Madrid qui avait décidé, enfin Zidane avait décidé d'aligner Isco au milieu de terrain et de laisser Kroos sur le banc, en l'absence également de Casemiro, et puis qui avait décidé de mettre Marcelo à la place de Mendy. Donc il y a un vrai problème avec Marcelo également comptablement, puisque sur les 6 derniers matchs, ce match compris, le Real avec Marcelo ne l'a emporté qu'à une seule reprise, a fait 2 nuls, et c'était donc aujourd'hui la 3e défaite. Marcelo malheureusement n'est plus le joueur qu'il était, et ses carences défensives se font noter vraiment bien plus que dans le passé, puisque malheureusement, ce n'est plus le même offensivement, il n'a plus le même coup de rein, il n'a plus le même physique et on voit de plus en plus ses carences défensives au détriment des fulgurances offensives qu'il pouvait apporter par le passé. Donc peut-être un choix un peu compliqué à expliquer de Zidane, cette titularisation de Marcelo, même si c'est vrai que les matchs s'enchaînent et que Mendy a également besoin de repos, tout comme en aurait besoin Raphaël Varane qui en ce moment est dans une période assez sombre. La titularisation d'Isco, on pouvait s'y attendre, c'est vrai qu'il avait pas énormément joué, mais c'est vrai que c'était difficile aussi d'imaginer Kroos sur le banc, donc assez bizarre également pour trouver un équilibre sur les 3 milieux de terrain que sont donc Valverde, Modric et Isco du coup. Donc pas de vrai milieu défensif, très étonnant également de la part de Zidane de ne pas prendre Antonio Blanco du Castilla que beaucoup réclament et qui fait de très bons matchs, qui s'entraîne fréquemment avec le groupe pro. Et en l'absence de Casemiro, on pouvait s'attendre du coup à le voir. Ça n'a pas été le cas. Donc le Real concède sa seconde défaite de la saison après celle à domicile face à Cadiz. Le Real, malgré son match de retard, ne peut plus être leader, mais possède pour le moment toujours 5 points d'avance sur le FC Barcelone, qui est son rival direct, même si le classement ne dit pas tout cela pour le moment. Mais le Real inquiète en tous les cas dans le jeu. C'était déjà le cas face au Shakhtar, le cas face à l'Inter, le cas face à Cadiz. Il y a beaucoup de choses à revoir et beaucoup de choses à améliorer. Voilà, le Real concède une seconde défaite, un peu plus symptomatique celle-ci vraiment. Elle est venue cumuler la malchance et puis les carences défensives du Real. Et le Real s'incline donc logiquement face à un Valence qui pourtant vit des moments difficiles, qui a perdu énormément de joueurs à l'intersaison, mais qui s'impose face au Real Madrid. Et voilà, c'est bien dommage, mais en tous les cas, c'est mérité. Effectivement, c'est mérité pour Valence. C'est Jonathan Pérez, donc fondateur et administrateur de Real France, le compte Twitter, qui est assez lucide dans son analyse de ce match. Alors Fred, on peut se poser la question, est-ce que c'est le Real qui a perdu le match ou est-ce que c'est Valence qui l'a gagné? Parce que Valence n'a pas été non plus flamboyant, très loin de là. Alors déjà, ce qui revient à noter, c'est que ce match, en plus d'être atypique, qui était assez folklorique, pour la première fois de l'histoire de la Liga, le Real Madrid a encaissé 3 pénaltys.
4 pénaltys ont été tirés car le premier a dû être tiré dû à la VAR. Et c'est vrai que peut-être que le Real Madrid est venu à Mestalla en pensant que le match était déjà remporté. En tout cas, c'est un vrai hold-up et qui fait du bien à notre groupe, car nous, notre seul plan de jeu, c'était d'envoyer des longs ballons à José Gaya qui débordait sur Lucas Vazquez durant tout le match. Justement, Alisson, comment expliquer donc cette perdition du Real Madrid? Ils dominent le jeu, ils arrivent à marquer les premiers, un superbe but d'ailleurs de Karim Benzema, et puis ils ne se retrouvent plus. Comment expliquer cette perdition du Real? C'est ça, pour moi, c'est vraiment le Real Madrid qui a perdu cette rencontre parce que les faits de jeu, ça arrive. Mais quand on regarde le fond de jeu de Real Madrid, alors oui, il y a quelques premières bonnes minutes jusqu'au but de Karim Benzema. Et ensuite, le bateau coule. C'est un Real Madrid qui propose peu, un Real Madrid, on l'a dit, avec un Marcelo qui est l'ombre de lui-même, Marcelo qui n'a plus d'impact offensivement et qui défensivement est complètement à la rue. Marcelo trottine, Marcelo ne court quasiment plus. On voit toutes les attaques passent de son côté quand même. Toutes les attaques dangereuses, du moins, passent du côté de Marcelo. En parallèle, on a un Isco, je sais même pas ce qu'il fait. Je sais même pas pourquoi Zidane persiste à mettre un Isco titulaire. Isco qui est en méforme. Isco, on le met à n'importe où, à Liverpool, à Barcelone ou ailleurs, Isco ne jouerait pas. C'est impossible parce qu'il n'est pas bon, il est en méforme physique, il est complètement à côté de ses crampons. Et voilà, c'est Zidane qui a tenté quelque chose qui n'a pas fonctionné. Voilà, si ça avait été le contraire, on aurait dit coup gagnant. Mais là, malheureusement, il a sombré avec son équipe. Achille, est-ce que les rotations justement de Zinedine Zidane sont les coupables de tout ça? On peut comprendre que Lucas Vazquez joue sur le côté droit parce que tous les latéraux droits sont blessés. Donc quand on joue avec lui, pourquoi pas? Il a l'habitude, il commence à avoir l'habitude. Mais effectivement, Alisson l'a dit, Isco, Asensio, titulaire, Kroos sur le banc touche. Donc les rotations, le système de rotation de Zinedine Zidane a touché. Ben, oui, c'est vrai, mais avant quand même de m'attarder sur le Real Madrid, j'aimerais dire quand même un petit mot sur Valence, qui, quand on regarde bien depuis le début de la saison, ils ont joué 9 matchs, ils en ont perdu 4. Oui. Ok, 4, et ils ont quand même fait 2 bons résultats. Et contre qui? C'est symptomatique du FC Valence, c'est contre les premiers rôles de ce championnat. Exactement. Et en fait, on se dit, comme tu le disais si bien, à la lecture de ce match-là, est-ce que c'est le Real qui a perdu le match ou est-ce que c'est Valence qui l'a gagné? Ce serait trop réducteur de dire que le Real a perdu le match parce que il y a cette rivalité entre les deux clubs. Ouais. Et que moi je pense que le Real Madrid est venu avec un petit peu, bon, on va y arriver tranquille, ça va passer. Or que Valence, il y a la crise, c'est le moment de faire mal au Real, et ben on va leur faire mal. Et donc, il y a eu cet engagement supplémentaire, cette envie supplémentaire qu'il a manqué au Real Madrid. Et le réel problème du Real, c'est les alliances. C'est trop politique. C'est-à-dire que la politique qu'il y a en amont dans la direction, elle se retrouve sur le terrain. Quand on voit Marcelo, qui est encore au Real Madrid, et quand on voit Sergio Reguilón, prêté à Séville, voilà, qui revient au Real Madrid et qui est envoyé à Tottenham, et quand on voit ses performances, on se dit quand même, ça va pas. Il faut rajeunir un petit peu l'effectif. Là, on parle d'un Lucas Vazquez qui était là, mais on en oublie Achraf Hakimi, qui était là aussi. Donc, à un moment donné, il y a ce... Et d'autant plus, je te coupe, Achille, on avait pointé du doigt que l'effectif du Real Madrid était vieillissant déjà depuis quelques saisons. On s'est dit, Casemiro, même si il est encore... C'est l'un des seuls, entre guillemets, qui est encore à la hauteur. Mais là, malheureusement, il est pas là. On a Ramos, qui est the capitaine, the défenseur, mais aussi, c'est un Ramos vieillissant. C'est des joueurs qui ont plus de la trentaine. On a pareil, on a plein de Kroos, on a Modric. C'est des joueurs vieillissants. Donc, cet aspect-là, on avait déjà pointé du doigt, malheureusement. La différence, c'est qu'on en oublie beaucoup. Le Real Madrid a un effectif extrêmement étoffé, parce que beaucoup de gens l'oublient. Mais il y a quand même Kubo qui fait partie de l'effectif. Il y a Martin Odegaard qui est blessé, qui revient donc de la Real Sociedad. Oui, qui est rentré en cours de match en fait. Il est rentré en cours de match. Ok, je pensais que en cours de match. Donc il y a quand même Martin Odegaard. Vous avez des joueurs, t'as Valverde, t'as Reiner aussi, qui a été... Mais donc, à un moment donné, on se pose la question, est-ce que Zinedine Zidane, il est là pour jouer ou il est là pour avoir ses alliés autour de lui et ses soldats et derrière tenter de faire quelque chose? À sa décharge quand même, ils sont que 4e, donc ça va, il y a même pas eu 10 journées, on verra par la suite quoi.
Je te disais, Fred, que Valence n'a pas fait non plus un gros match. Sincèrement, on est loin des matchs qu'on a vus les années passées avec Valence. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, Valence est en train de centrer. C'est celui qui arrive à sauver le jeu des Valence. Ce sont ceux qui sont des Valence. Je pense à Gaïa, je pense à Carlos Soler, même à Chauve Domenech. Donc, en fait, aujourd'hui, on doit compter sur ce type de joueurs qui ont été formés au club pour pouvoir sauver Valence, sachant qu'hier, le meilleur joueur du match était Gaïa, avec Carlos Soler, qui évidemment a marqué quand même 3 pénaltys. Alors aujourd'hui à Valence, c'est sûr qu'il ne reste pas grand-chose hormis un peu de combativité. Les joueurs incarnent le valencianismo et pour rebondir ce que tu disais Achille, c'est vrai que depuis que Zidane est à Madrid, l'équipe contre qui il a encaissé le plus de buts est Valence, au nombre de 14 buts. Donc c'est vrai que José Gaïa, capitaine exemplaire du club, on sait que c'est un joueur qui est très convoité en Europe. Le PSG était intéressé, les cadors espagnols, Manchester United, mais Gaïa est valencien, aime Valence et je pense qu'il finira sa carrière ici, hormis le fait que la direction décide lui aussi de le vendre. Mais c'est vrai que oui, José Gaïa s'est donné à 100%, il couvrait tout le côté gauche, il débordait sous Lucas Vazquez et le seul style de jeu qu'on a eu, c'était de passer par José Gaïa. Et Carlos Soler qui prend sa responsabilité aussi de tirer 4 penalties. Il faut y aller, il est jeune, il prend un peu le leadership de Dani Parejo, il reprend son poste dans l'axe et c'est vrai que voilà, les joueurs de Valence incarnent les valeurs du club. Mais c'est peut-être aussi lié au départ de Dani Parejo. C'est-à-dire Qui est parti à Villarreal. Voilà, qui est parti à Villarreal pour le bien du club. Apparemment, on l'a forcé à partir. On lui a dit tout en va. Mais on l'a offert. Quand on suit les déclarations de Ferran Torres qui est arrivé à City, il dit que oui, il y avait un petit peu de la discorde parce que il était très très exigeant avec les jeunes pousses. Mais peut-être que maintenant, du fait qu'il soit parti, peut-être qu'il commence à éclore et à donner le meilleur d'eux-mêmes. D'ailleurs, un petit mot, Ouda, justement, parce qu'il y a Kevin Gameiro, qui est entré en cours de match à la fin de la rencontre, le dernier quart d'heure. Mais ce n'est pas le seul Français qui est sur place, puisque il y a aussi Diakabi et Mangala qui ne sont pas rentrés en cours de jeu. Il y a Coquelin qui est parti parce qu'on l'a aussi vendu à Villarreal. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les joueurs français? À un moment donné, on va rappeler à tous nos téléspectateurs, Deschamps a fini sa carrière en tant que joueur à Valence. Donc, il y a quand même une relation très étroite entre Valence et les joueurs français. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que Gameiro, un Diakabi, un Mangala ou un Coquelin qu'on a forcé à partir n'ont plus sa place justement du côté de Valence. Il faut d'abord que Javi Gracia accorde sa confiance à ses joueurs et leur donner la chance pour pouvoir montrer leurs preuves sur le terrain avant de les titulariser dans les grands matchs comme celui-là. Mais pourquoi pas, oui. Mais à un moment donné, il faut être honnête. À quel niveau? C'est-à-dire qu'à leur poste, respectivement, il n'y a même pas de débat en fait. Oui, Maxi Gomez hier par exemple était complètement à côté de la plaque. Voilà. Il n'a pas fait un gros match non plus. T'en oublies, bon, il est français aussi, mais Geoffrey Kondogbia. Oui, Kondogbia, tout à fait. Mais qui n'est plus à Valence. Voilà, qui n'est plus à Valence depuis avant-hier. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs qui a joué. Avec l'Atlético de Madrid, il est entré en cours de route. Voilà, donc à mon avis, je pense que c'est une question de niveau et de compétence, hormis éventuellement peut-être Coquelin, qui a. Oui, mais bon. À leur poste, malheureusement, la concurrence fait que ils peuvent pas être les premiers choix. Alors, moi j'ai encore 2 questions à vous poser. Et Achille, une justement sur la défense du Real Madrid, parce que donc 4 buts, donc penalty de Lucas Vazquez, penalty de Marcelo, penalty de Ramos et but contre son camp de Varane. Il a joué tous les défenseurs du Real Madrid ont été impliqués dans cette défaite. Et tu me disais tout à l'heure, tu n'es pas du tout content avec Raphaël Varane. Ah non, mais c'est pas possible. En fait, c'est-à-dire que Sergio Ramos a masqué pendant de nombreuses années les carences d'un certain Raphaël Varane. On pensait qu'au départ, Varane allait peut-être prendre, avec de l'âge, de la maturité, peut-être un peu plus d'agressivité, récupérer un petit peu ce leadership qui peut lui manquer. Mais en l'occurrence, il est flasque. Alors certes, il va vite, il est bon dans l'anticipation, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il a besoin de se réinventer. Et là, à l'heure actuelle, il est au Real Madrid. Et il est, quand on regarde bien depuis le début de la saison, il est
quasiment 75% impliqué dans tous les buts encaissés par le Real Madrid. Ah ouais, mais Varane, Alisson. c'est la débandade totale hein, depuis Manchester City et le match catastrophique. Il ne fait que couler, il ne fait que descendre. J'ai jamais été autant d'accord avec toi que maintenant, Achille. Honnêtement, Varane, je trouve qu'il a été surcoté. Vraiment, on l'a vu plus beau qu'il ne l'a jamais été. Pardon. C'est parce qu'il avait un monstre à côté de lui qui s'appelle Sergio Ramos. Sergio Ramos a pallié à Raphaël Varane, a comblé, a masqué, Achille l'a très bien dit. Et on se disait, bah, finalement, il est pas mal ce Varane. Mais on le voit en équipe de France, il est pas top Varane. Quand il n'y a pas un monstre à côté de lui, c'est pas la folie Varane. Donc moi, je l'ai toujours dit et je le répète et je le confirme après toi Achille, Varane, c'est la débandade. Mais pour terminer le propos d'Alisson, pour moi le responsable c'est Zinedine Zidane. Il manque de concurrence. C'est un joueur qui est installé et Raphaël Varane a besoin, à mon sens, soit de quitter le club, hein, parce qu'à un moment donné, il faut appeler un chat, ou alors emmener un autre défenseur capable d'emmener une sérieuse concurrence, chose que Militao ne fait pas à l'heure actuelle. Le fait est qu'effectivement, après ce match et cette déroute du Real Madrid inattendue, la presse madrilène s'est acharnée justement sur le Real Madrid et notamment sur les défenseurs du Real Madrid. Le Real Madrid, d'ailleurs, on va faire un petit crochet du côté du stade Santiago Bernabéu. Le Real Madrid qui ne joue plus au Santiago Bernabéu parce qu'il y a des travaux. Et moi, je vous propose justement de voir une petite vidéo des travaux du stade Santiago Bernabéu. Et c'est tout de suite sur Inside Liga. Donc, vous avez vu les travaux du stade Santiago Bernabéu. Alors, on a posé la question justement à Jonathan Pérez tout à l'heure sur ce que représentent tous ces travaux pour le club, pour le Real Madrid, et pas uniquement que depuis un aspect sportif, il y a un aspect financier qui est derrière et qui est très important. Et je vous propose justement de découvrir donc l'analyse sur ces travaux au stade Santiago Bernabéu de Jonathan Pérez, qui est donc le fondateur du compte Real France sur Twitter. Le stade Santiago Bernabéu est un stade chargé d'histoire et vous le savez, l'enceinte du Real Madrid est actuellement en travaux, des travaux qui devraient se terminer durant l'été 2022, contrairement aux premières dates qui annonçaient une fin de ces derniers en 2023. C'est un projet qui devrait coûter au Real Madrid la bagatelle de 575 millions d'euros, auxquels viendront s'ajouter 237 millions d'intérêts en vue du prêt que le club a contracté auprès des banques comme la CaixaBank ou El Banco Santander, les banques espagnoles, la Société Générale et puis d'autres banques américaines dont JP Morgan. Vous le savez, cette banque qui serait à l'origine du projet d'European Premier League, cette compétition européenne qui viserait à remplacer la Ligue des Champions et qui fait la une de l'actualité en ce moment. Un coût total donc qui excéderait les 800 millions d'euros que le Real devrait rembourser annuellement entre 2023, si je ne dis pas de bêtises, et 2049 pour un coût total de 29,5 millions d'euros par an. Un prêt qui se fera donc du coup sur 25-26 années théoriquement. Alors comment est-ce que le Real compte s'y prendre pour rembourser ce prêt massif ? Puisqu'on parle de 800 millions d'euros pour une rénovation, c'est assez dingue quand on sait que la création d'un nouveau stade oscillerait entre 350 millions et 1 milliard d'euros. Ça semble donc assez démentiel. Mais c'est très simple, le Real a vu grand et souhaite doubler les recettes du stade pour porter les revenus d'exploitation à 300 millions d'euros contre 155 millions actuellement. Alors ces sommes peuvent évidemment donner le vertige, mais quand on regarde ça de plus près, 29 millions d'euros par an pour un club qui génère près de 700 millions de chiffre d'affaires annuel, c'est pas grand chose finalement. Alors évidemment, on l'a remarqué tout de même, ça a eu un impact sur les mercatos du Real, même si le remboursement du prêt n'a pas encore débuté. Comme je le disais précédemment, ça débutera en 2023, donc d'ici 3 ans. On a observé que le Real a très peu investi ces derniers temps. En tout cas, lors de ce mercato, il n'a rien dépensé et il a vendu pour près de 100 millions d'euros.
Alors qu'apportera le nouveau stade au Real Madrid et que comportera-t-il de si coûteux? On va revenir ensemble sur le détail de tout ça. Alors le stade comportera tout d'abord un marqueur à 360 degrés, en plus d'un éclairage extérieur qui pourra changer de couleur un petit peu comme l'Allianz Arena du Bayern Munich, avec une projection d'images des anciens joueurs et également qui seront projetés. Voilà, des jeux de lumière assez novateurs. Donc ça sera vraiment sur le modèle similaire à celui des Allemands. On aura également un agrandissement du musée. On aura une partie du musée qui sera totalement digitalisée et un tour Bernabéu, qui est actuellement la visite du stade, qui sera plus longue et plus détaillée. On aura une modification de l'environnement urbain. Ça, c'est aussi un changement massif. On aura une nouvelle place centrale sur le Paseo de la Castellana. Donc ça, c'est aux abords du stade. On aura une rue qui deviendra piétonne, la rue Rafael Salgado. Et on aura également une autre place qui sera de l'autre côté, sur la rue Padre Darmian. Donc ça, c'est des changements quand même massifs pour l'environnement, pour tout ce qui est aux abords du stade. La capacité du stade également va passer à 82 000 spectateurs, donc c'est plus 3 000 par rapport à l'affluence, capacité actuelle. On aura la création d'un toit rétractable, qui sera rétractable en 15 minutes. Donc ça, c'est le plus rapide au monde. Donc ça, c'était l'enjeu majeur vraiment de ce nouveau projet, c'est de pouvoir avoir un toit rétractable. On aura également la construction d'un hôtel et la construction d'un centre commercial. La création également d'un parking souterrain, très important, puisque le stade du Real est en ville, et on sait que se garer aux abords du stade est impossible, et le meilleur moyen d'ailleurs d'y accéder, c'est en métro, avec une station de métro qui a le même nom que le stade, Santiago Bernabéu. Et dernièrement, on a également appris que la pelouse sera rétractable, ce qui signifie que le Real pourra démonter et remonter son terrain en herbe en une poignée de minutes. D'ailleurs, le Real a créé un tunnel pour pouvoir mettre les 7 ou 8 plaques de pelouse, pour pouvoir les stocker. Donc ça, c'est quelque chose que seul Schalke 04 et Tottenham réalisent actuellement en Europe. Et pour Florentino Pérez, le fait de doter le stade Santiago Bernabéu d'un terrain amovible, c'est le meilleur moyen de multiplier les événements extrasportifs et ainsi en tirer davantage de revenus. Donc on peut s'attendre à voir des matchs de basket, des matchs de football américain et d'autres manifestations dans la nouvelle enceinte de la Maison Blanche. Et voilà pour les stades du Real Madrid, le nouveau Santiago Bernabéu qu'on verra donc surgir dans quelques années encore. Fred, du côté des Valence, ça fait des sons vieux parce que Valence a commencé à construire il y a pratiquement une dizaine d'années un nouveau stade qui est resté donc à moitié construit. Un vestige, ouais. Et voilà, et qui est au centre de la ville de Valence. Qu'est-ce qui se passe avec les stades de Valence? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que Mestalla, le stade de Valence, c'est le stade le plus vieux de Liga. Donc c'est vrai que moi personnellement je le trouve terriblement charmant, mais il est vieillissant, il n'est pas moderne. Donc c'est vrai qu'il y a 10 ans il y a eu un projet de construction du New Mestalla, et le problème, bien sûr, avec la crise qu'il y a eu à Valence en 2008, les travaux ont été mis en pause. Peter Lim, lorsqu'il a racheté Valence en 2014, s'est engagé à construire un nouveau stade. Mais c'est vrai que Peter Lim ne compte pas s'installer dans la durée avec Valence, donc c'est vrai que les travaux sont retardés malgré la pression de la ville de Valence. Oui. Alisson, justement, en parlant des stades, parce que ça a quand même une importance énorme. Du côté de la France, en fait, les pionniers, c'est quoi? C'est Lyon, Jean-Michel Aulas, qui a beaucoup insisté pour avoir un stade propre à lui, parce qu'il voyait bien, effectivement, qu'un stade, c'est un actif qu'il faut rentabiliser. Exactement, quand on est une grande équipe, on se doit, entre guillemets, d'avoir un grand stade et un beau stade. On l'a vu du côté de Lyon, on l'a vu aussi du côté de Lille, qui ont refait le stade. Et le stade, c'est une rentrée d'argent. On l'a vu là au Real Madrid, il y a rien de plus intelligent. On refait le stade pour fructifier économiquement, c'est-à-dire au niveau principalement du football. Et ensuite, on peut le fructifier d'une autre manière, c'est-à-dire avec les concerts, avec d'autres sports aussi, le basket, le foot, le football américain, voilà, donc être une grande équipe, en tout cas européenne, c'est avoir un grand stade marqué. Et après, il faut savoir aussi que le Real Madrid, c'est pas simplement un club de foot, c'est un club omnisport. Exactement. Donc, basket. Forcément, ça peut générer plus de profit. Oui, mais alors comment expliquer alors que le PSG n'est pas encore un stade parce qu'ils sont menacés de les laisser le Parc des Princes pour partir au Stade de France qui n'est pas à eux non plus. Non, mais en fait, c'est une question d'accord. Ouais, y a un accord. Voilà, en fait, c'est-à-dire que le Parc des Princes, pour ne citer que lui, il fait partie du patrimoine historique de la ville de Paris. Donc, il n'est pas vendable.
Donc, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain a tenté par tous les moyens possibles de racheter le stade. Malheureusement, c'est pas possible. Donc, ils n'ont qu'un droit d'exploitation avec quelques petits arrangements pour de la rénovation interne. Et c'est le problème qu'a eu Lyon aussi. Parce qu'il faut le dire, Lyon a eu ce problème-là avec Gerland, qui voulait racheter donc Gerland. Malheureusement, la mairie s'y est opposée et il a dû partir dans la banlieue lyonnaise pour construire son Noël, son Groupama Stadium. Voilà. Exactement. Donc, ouais. Tu l'as très bien dit, mais par exemple, au Paris Saint-Germain, si la possibilité était, en tout cas pour les Qataris, ils l'auraient fait. Parce que là, avec le centre de formation, on a vu qu'ils ont fait un centre de formation omnisport. Donc, il y a une vraie volonté de raccrocher le football aux autres sports, donc au handball, etc. Ouais. Donc, si la possibilité y était pour les Qataris, forcément, ils auraient fait quelque chose de grandiose aussi. Oui, oui, il y a de grandes chances. Mais historiquement parlant, c'est extrêmement important d'avoir le stade au Parc des Princes. Et c'est Pour rentabiliser les investissements, et Oui, un voilà, club c'est ça. aujourd'hui, c'est l'investissement. C'est ça. Forcément. C'est vrai qu'en Serie A, d'ailleurs, c'est le championnat où les clubs détiennent le moins le stade. Ouais, c'est la mairie. Et d'ailleurs, à Milan, c'est un peu compliqué parce qu'il y a deux clubs. Initialement, les deux clubs étaient censés avoir leur propre stade, sauf qu'il y a eu des micmacs. Voilà, la Très italien. Voilà, très italien. Très italien. Et du J'osais coup, pas San dire. Siro Ils veulent pas va le être, détruire. normalement, San Siro devrait être détruit et reconstruit, plus petit, mais beaucoup plus moderne. Et bon, après, on va voir ce que ça va On donner. verra. Pour l'instant, nous allons quitter quelques minutes Valence. Nous allons quitter aussi Madrid parce que nous allons du côté du Pays Basque. Parce que c'est là-bas où nous trouvons la surprise de la journée. Et la surprise, c'est la Real Sociedad. L'équipe basque qui est première de la Liga avec 20 points devant le Barça, devant Séville, devant Valence, devant le Real. La Real Sociedad, donc, qui a encore gagné ce week-end, un match assez compliqué parce que c'était face à Grenade, une équipe de Grenade qui arrivait avec 7 joueurs qui ne pouvaient pas jouer parce qu'ils avaient le coronavirus et donc ils étaient interdits de jouer. Grenade a dû jouer avec des jeunes de 18 ans qui n'avaient jamais joué en première division. C'est ça. C'est scandaleux. Hein. C'est scandaleux, mais c'est le pas le protocole choix. qui a été signé Oui, par c'est toutes les ça. équipes de première division, Ouais, vaut et mieux ce ça, qui a obligé à jouer ces matchs. Mais on va s'intéresser effectivement à la Real Sociedad qui est en train de nous bluffer. Et d'ailleurs, je vous propose justement de découvrir la première page de Mundo Deportivo dans son édition du Pays Basque. Le number one, c'est le nom qu'ils ont donné nos confrères basques à cette équipe de la Real Sociedad. La Real Sociedad qui s'est renforcée cet été avec une recrue de classe, une recrue internationale de premier ordre. Il s'agit de David Silva. D'ailleurs, c'était le 17 août que la Real Sociedad, donc sur son compte Twitter, annonçait l'arrivée de David Silva. C'était une surprise qui avait été très bien cachée. Il y avait d'autres clubs qui voulaient David Silva, mais il a préféré aller du côté de la Real Sociedad. C'est aussi 11 Mondial, la publication française, qui titrait que David Silva a dû faire un gros effort financier pour aller du côté de la Real Sociedad, ce qui montre effectivement qu'il avait très envie de retourner jouer en Espagne. Et sinon, c'est le journal Sud-Ouest qui s'est intéressé cet été aussi donc à l'arrivée de David Silva. C'est la recrue star de la Real Sociedad. Alors, Achille, David Silva, c'est vraiment le phénomène, l'homme providentiel dont avait besoin la Real Sociedad et qui peut justifier qu'elle soit aujourd'hui première du championnat espagnol? Pour moi, c'est pas vraiment une surprise. Ce club-là, il travaille bien depuis plusieurs années. On en oublie, cette saison, ils sont en Europa League. C'est un club qu'on ne voit pas venir, mais qui est très probablement un club qui est susceptible d'aller très loin dans la compétition. Il y a une certaine continuité. Martin Odegaard s'en va et on le remplace avec David Silva. C'est-à-dire que ce qu'on a pu reprocher la saison dernière à Martin Odegaard, c'est son irrégularité. C'est-à-dire qu'il était capable d'avoir de très très grosses performances et 2 matchs après ou le match d'après, il rentre dans le creux. Et là, on voit tout de suite que David Silva, il emprunte on sent toute son expérience et il dégage de la sérénité au sein de cette équipe. D'ailleurs, chose assez particulière,
dans cet effectif. Il est composé quasiment à 97% que d'Espagnols. Et donc 17 qui sont formés au club et 5 étrangers. Ça vous montre à quel point le club a une politique bien précise et que le club travaille bien et que malgré donc la crise, ils ont quand même les revenus des compétitions européennes, contrairement à Valence. Ce qui fait que je pense que c'est un club qui, s'il continue sur cette lancée, pourrait très probablement devenir le nouveau Séville. Et justement, je voulais te poser une question, Fred. Bon, déjà, la Real Sociedad a été fondée en 1909. Et pour eux, c'est la 74e saison en première division. Ils ont passé quelques années en 12e division, mais c'est l'un des clubs historiques de la Liga espagnole. Alors, on parlait de David Silva. David Silva qui a été formé du côté de Valence. Et il a été vendu parce qu'il fallait payer les dettes des Valence quand il est parti du côté de Manchester. C'est vrai, comme tu l'as dit, Juan José, David Silva a signé pour la Sociedad, pour le club de San Sebastián le 17 août. C'est vrai qu'il y avait deux clubs qui s'étaient positionnés. Il y avait la Lazio Rome, qui avait fait une offre XXL, qui lui proposait même de lui payer le jet privé et tout ce qui va derrière. Il avait déjà signé le pré-contrat. Hein. Ouais, il devait s'y rendre. Il devait aller à la Lazio Rome, c'était évident. Nous, c'est vrai qu'à Valence, on rêve d'un retour de David Silva ou de Juan Mata, comme on a rêvé d'un retour de David Villa. Mais c'est vrai qu'en vue de son salaire et de la situation économique du club, c'était assez utopique d'imaginer un retour de David Silva. Lui voulait retourner en Espagne. On sait que son fils a eu des problèmes de santé. On sait qu'il est très attaché à l'Espagne. À Valence, ça s'est pas fait. Il n'était pas très chaud pour la Lazio. Il est allé à la Sociedad, qui est un club qui travaille bien avec des gros joueurs comme Mikel Oyarzabal, qui est sûrement l'avenir de la Roja. Justement, Ouda, Achille parlait de la Real Sociedad qui est en Europa League. Donc Europa League, d'ailleurs, c'est un groupe quand même assez compliqué avec Naples notamment. Et l'AZ Alkmaar. Voilà, des Pays-Bas. Ouais, et puis je sais plus comment il s'appelle. Donc Alkmaar, qui est l'équipe des Pays-Bas. Naples, la Real Sociedad et Rijeka. Voilà, il fallait trouver le nom. Et ils sont 3 à 6 points. Hein. Trois équipes à 6 points. C'est ça. Donc voilà, compliqué quand même pour la Real d'être performant en Europa League et en même temps du côté du championnat. Ils sont prêts physiquement et mentalement. D'où la victoire cette fois-ci face à Grenade. Il enregistre un 5e succès consécutif. Donc je pense que même en Europa League, ils ont leur mot à dire. Ils ont leur mot à dire, Alisson, mais bon, on sait que il y a Silva, on en a parlé, il y a Nacho Monreal qui est aussi à la Real Sociedad, il y a Mikel Oyarzabal qui est le meilleur buteur du championnat espagnol, mais il y en a deux autres aussi. Asier et William José aussi. Mais est-ce qu'ils ont justement le bon touche suffisant pour amener de front comme ça ces deux compétitions et être compétitifs dans les deux? Est-ce qu'ils ne vont pas payer à un moment donné, justement, que ce soit en Europa League, que ce soit en Liga, un bon touche qui est quand même assez réduit à la limite? Ça risque ça peut coincer au bout à un moment. On l'a vu la saison dernière, hein, ils ont fait un démarrage tonitruant jusqu'à l'arrêt dû à la pandémie. Ensuite, ça s'est écroulé. Mais ils ont su quand même aller chercher l'Europa League qui joue cette saison. Donc ça risque un peu de coincer pour rester performant, surtout en Liga cette saison, parce que c'est un championnat qui est long, c'est un championnat qui est assez quand même difficile. Donc répéter les performances de ce niveau là, parce que clairement c'est la meilleure équipe de Liga, l'équipe la plus séduisante de Liga en ce moment. Ça risque d'être compliqué, mais pas impossible. Mais ils ont une petite pépite, Martin Zubimendi. Voilà, 21 ans, on le surnomme comme le nouveau Busquets. Là où je dis que je suis d'accord avec Alisson, mais je me dis que ils iront peut-être plus loin, avec plus de consistance, c'est qu'ils arrivent à allier jeunesse et expérience. Et généralement, c'est un bon cocktail, et que la jeunesse va peut-être grappiller des points ou des minutes en Liga, et l'expérience en Europe. Donc, juste un petit mot, Alisson, Achille, sur la France et le Real Sociedad. Donc, tout le monde connaît l'expérience de Griezmann. On n'en voulait pas de lui en France. La Real Sociedad l'a pris, il était très jeune, l'a formé. Voilà, où est aujourd'hui Griezmann. On se rappelle peut-être moins, mais Denuex est allé aussi entraîner. Ronald Denuex, la Real Sociedad. Et puis, aujourd'hui, il y a Romain Lejeune, qui est titulaire avec la Real Sociedad. Il a fait un match avec Brest. Il a été récupéré très jeune
à 18 ans, je crois, par la Real Sociedad. Aujourd'hui, titulaire de cette équipe dans l'axe de la défense. Il y a quand même une relation très particulière, justement, entre la Real Sociedad et la France, qui est moindre pour comparer entre, par exemple, Barcelone ou l'Espagnol de Barcelone et la France. Ben, c'est un peu normal, j'ai envie de dire. La Real Sociedad fait avec ses moyens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément les moyens de se positionner sur les jeunes les plus prometteurs, que ce soit en Espagne ou même à l'étranger. Par contre, ils ont une cellule de recrutement qui travaille extrêmement bien, voilà, dans l'arrière-pays en France. Et quand on voit un petit peu les résultats, le fait d'être allé chercher Antoine Griezmann à l'âge de 13 ans, là tu parles de Romain Lejeune, dont son frère Kevin Lejeune, lui, joue à Alaves et qui était à Newcastle, tu te dis que c'est un club qui va chercher les bons coups, ils vont pas se tromper, ils vont aller observer un jeune peut-être 35, 50, 70 fois, mais quand ils le prennent pour un rôle bien précis et sur plusieurs années, et ce qui fait que le joueur va avoir un développement. Et moi, ça me surprend pas. Mais au-delà de ça, ils ont le nez aussi, parce que pour revenir sur Antoine Griezmann, personne n'en voulait. Il était trop petit, trop frêle, mais à la Real Sociedad, on y a cru, Antoine Griezmann, et on sait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, comme tu disais, Achille, la cellule de recrutement est extrêmement performante. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense qu'il y a le contexte aussi. C'est un petit club. C'est-à-dire que c'est à la fois un petit club, avec quand même de bonnes ambitions, mais il y a ce côté famille. Un cocon. Voilà, c'est un petit cocon. Donc, ce qui fait que ça permet, ça permet parfaitement bien le développement des jeunes joueurs, quoi. On va quitter le Pays Basque et là, on va revenir du côté d'Uturia. C'est la rivière qui traverse Valence pour parler des Valences parce que, je vous le dis, ça chauffe du côté des Valences. Alors, Valence, crise sportive, peut-être. Jusqu'à là, c'était une réalité, même si cette victoire face au Real peut cacher pour l'instant cette crise sportive. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une crise institutionnelle. Crise institutionnelle, mais on commence par ce qu'on appelle le feuilleton Condobia, qui montre justement, comme l'a écrit la presse espagnole, qui montre effectivement comment les joueurs du côté des Valences sont en train de partir. C'était Superdeporte qui, dans sa première page, écrivait le feuilleton, le cas Condobia, qui est aujourd'hui du côté de l'Atlético de Madrid depuis à peine 3 jours. Il y a aussi une crise du côté sportif, je le disais. La presse était partisane de dire qu'on sort de la crise en marquant des buts. Peut-être qu'avec les 4 marqués auprès du Real Madrid, on va réussir à sortir de cette crise. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même effectivement une crise institutionnelle. Que se passe-t-il du côté de Valence? Que se passe-t-il avec Peter Lim, le président de Valence? Alors, Juan José, c'est vrai qu'à Valence, on est en pleine crise sportive et institutionnelle. Depuis que Peter Lim a racheté Valence en 2014, je ne sais pas ce qu'on lui a promis, je ne sais pas ce que Jorge Mendes lui a vendu, mais c'est sûr qu'il y avait des ambitions autres que le sportif. Donc Jorge Mendes a ramené des joueurs, des coachs, Nuno Espirito, des joueurs André Gomes, Rodrigo, Enzo Pérez, et j'en passe. Peter Lim aujourd'hui est totalement désintéressé par Valence, il ne vient jamais à Valence. Lorsque Javi Gracia a été officialisé en tant que coach, Peter Lim ne l'a même pas appelé. Et c'est vrai que bon, cette victoire face au Real Madrid, elle fait plaisir, elle donne un peu d'éclaircie dans cette période monocorde, mais c'est sûr que le club navigue au trouble. Et lorsque tu vends 6 de tes titulaires et que tu rachètes personne derrière, c'est des signes avant-coureurs que nous vivons nos derniers moments sous le pavillon singapourien à Valence. Justement, Alisson, parce qu'il disait on a vendu les meilleurs joueurs du côté des Valence. Juste rappeler Ferran Torres qui a été vendu 23 millions plus 12, Rodrigo 30 millions plus 10, Condobia 12 millions plus 2,5, et puis Parejo, Coquelin 8 millions à Villarreal. Il y a Ezequiel Garay aussi qui est parti. On dit que Gameiro pourrait partir à Cherichev, peut-être au Mercato. Il est certain que quand on vend ses meilleurs joueurs, il est impossible de pouvoir prétendre à quoi que ce soit. Est-ce que c'est explicable ce qui est en train de se passer du côté des Valence avec Peter Lim? Il est impossible, mais encore faut-il le vouloir.
Peter Lim n'est absolument pas là pour le projet Valence. Il n'est absolument pas là pour un projet footballistique, ni quel que soit le projet sportif. On a vu les déclarations de sa fille quand on a un peu piqué le président. Valence nous appartient, on en fait ce qu'on veut. Ouais, c'est vrai ça. À partir de là, on sait qu'ils en ont rien à faire. Il est là pour fructifier son argent, pour essayer d'encaisser un peu d'argent, mais pour le projet sportif, ils sont pas là du tout, quoi. Bah, surtout que quand on voit un petit peu, on remonte un petit peu en arrière, c'est pas d'aujourd'hui. Déjà au mois de juillet, si je ne dis pas de bêtises, voire même de l'année dernière, Peter Lim a demandé à comment s'appelle Jorge Mendes de commencer à sonder d'éventuels repreneurs. Oui. Et apparemment, il y aurait eu un fonds d'investissement. Il y a un ancien employé du club qui était prêt aussi à reprendre le club. Malheureusement, c'est pas allé jusqu'au bout. Il est venu avec un projet, voilà, de rentabilité, c'est-à-dire on installe quelque chose de telle sorte à ce que le club revienne sur le devant de la scène, parce que Valence, c'est pas n'importe quel club, c'est quand même un club historique, c'est des finales de Ligue des Champions, c'est plusieurs championnats, c'est Valence, le club qui a tenu la dragée haute au Real Madrid et au FC Barcelone, donc ça a été... Et puis c'est un club populaire, donc il y a cet attrait aussi de ce côté-là, sauf que malheureusement, comme vous le dites si bien, Peter Lim n'est absolument pas intéressé par le club. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est un petit peu les affaires de Jorge Mendes. Hein. En réalité, c'est lui le président. Déjà, c'est lui qui amène les joueurs, c'est lui qui amène les entraîneurs. 10 entraîneurs, on en avait parlé avec Fred. Depuis que Peter Lim est passé par là, et là, 10 entraîneurs différents du côté de Valence. Il a un rôle, Jorge Mendes a clairement un rôle tacite au sein du club. C'est son club satellite. C'est un de ses clubs satellites, mais moi, à sa décharge, Jorge Mendes, ce qu'il fait par exemple à Wolf, c'est superbe. C'est pas pareil, il est actionnaire à Wolf. C'est son club à lui. Donc là, s'il envoie peut-être, tu vois. Et par ailleurs, il envoie les meilleurs là-bas. Il envoie les meilleurs là-bas. Mais moi, je le vois pas forcément d'un mauvais œil, Jorge Mendes, car c'est vrai que lorsque à Valence, sous le mandat de Peter Lim, sous le pavillon singapourien, on a eu des saisons de gloire, de saisons. À 3 reprises, on a accroché la Champions League. On a fait une demi-finale de l'Europa League, on s'est qualifié en Champions League. La saison dernière, on a fini premier de notre groupe devant l'Ajax, devant Chelsea. Car on avait un trident qui fonctionnait. On avait Matteo Alemany, qui est un super mec, un homme, un avocat de base, qui avait fait la gloire de Mallorca dans les années 2000. On avait Marcelino, qui va d'ailleurs peut-être s'engager avec l'Athletic Club, qui est un super coach, qui a ses défauts, ses qualités, mais qui est un coach avec un vrai projet de jeu. On avait Pablo Longoria, qui est maintenant à Marseille, qui s'occupait de recruter des jeunes. Et donc, cet organigramme-là fonctionnait. Ensuite, il y a eu une guerre d'ego avec le président Anil Murti, qui a ce rôle de satellite, voilà, avec Peter Lim. Peter Lim, lui, c'est un homme d'affaires brillant. Enfin, dans ses affaires, il est bon. Dans le foot, il est dépassé. Il fait confiance à Anil Murti, qui lui est un homme orgueilleux, un homme jaloux, qui crée la zizanie au sein du club. C'est pas paradoxal que Valence, cette année, n'est pas dans un championnat européen, enfin dans une compétition européenne, qui pourrait effectivement mettre toutes ses forces dans la Liga, et en fait, ils sont en pleine crise. Je disais sportive, je crois qu'il y a une crise sportive, et cette victoire ne va pas la cacher. Non, on ne va pas la cacher, voilà, c'est un petit peu, c'est le sursaut d'orgueil des joueurs qui sont professionnels, mais quand on voit effectivement que le club est prêt à faire des reconnaissances de dettes, à un moment donné, je pense qu'il va falloir que Anil Murti parte. Il va partir. Et il va partir. Joey Lim, le fils de Peter Lim, commence à avoir un rôle un peu tacite au sein du club. Et c'est vrai que Anil Murti est sur le départ. De toute façon, une vente du club se prépare à court ou moyen terme. Elle est en préparation. Elle est en préparation et je pense qu'ils vont continuer à vendre leurs meilleurs joueurs dans l'optique de faire travailler le centre de formation et de continuer de produire le temps effectivement d'un nouvel actionnaire qui arrive et tenter effectivement par la suite de revenir sur le premier plan. Et voilà, c'est la crise sportive et institutionnelle du côté des Valence qu'on va suivre de très près avec Fred dans les semaines et les mois à venir, parce que ça va durer encore quelques temps. Mais pour l'instant, nous allons laisser Valence pour nous intéresser à la Quiniela, parce que nous allons parler de l'équipe espagnole, de la sélection espagnole de la Roja. Et nous parlons de la Roja parce que la semaine prochaine, il n'y a pas
de Liga en Espagne, compétition internationale, la Nations League qui reprend ses droits avec La Roja qui va jouer 3 matchs. Mais avant de vous parler de ces 3 matchs, je vous propose de découvrir une petite vidéo de Luis Enrique, le sélectionneur espagnol qui a présenté cette semaine le lancement du compte officiel Twitter sur Weibo Chine de l'équipe espagnole. Découvrez-le en direct avec nous. Ni hao a nuestros amigos en China. Soy Luis Enrique, seleccionador de España. Nos hace mucha ilusión lanzar nuestra cuenta oficial en los medios sociales chinos. Os esperamos en Weibo, donde lanzaremos muchas novedades para nuestros seguidores. Queremos estar muy cerca de nuestros aficionados y contar con vuestro apoyo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Sie, sie. L'Espagne, comme la France, comme le Brésil et comme l'Allemagne, est maintenant sur les réseaux sociaux Weibo du côté de la Chine. Donc l'Espagne a voulu, l'équipe espagnole a voulu rendre hommage à un jeune joueur qui a endossé le maillot de la sélection depuis quelques semaines uniquement, Ansu Fati, qui a eu donc à la fin du mois d'octobre ses 18 ans. Ansu Fati qui avait été convoqué par Luis Enrique pour les 3 prochains matchs de la sélection, mais Ansu Fati, on l'a dit tout à l'heure, qui est blessé et qui sera remplacé. Oui, c'est ça, remplacé par un autre Espagnol, hein, Asensio, qui a aussi eu une blessure similaire à celle d'Ansu Fati, donc bon choix ou pas, on verra. Donc c'est paradoxal, tu disais tout à l'heure, tu as cette expérience qu'il vaut mieux qu'il ait cette blessure maintenant qu'il est jeune, parce qu'il va pouvoir récupérer beaucoup plus rapidement que s'il l'avait eu effectivement dans 10 ans ou dans 15 ans. Il est toujours en phase de croissance. Donc on l'oublie un peu, mais il a que 18 ans. Donc il va continuer de se développer. Alors certes, c'est vrai que c'est embêtant parce qu'il avait de très très bonnes performances à l'heure actuelle. Néanmoins, il est préférable, avec le contexte particulier, qu'il se blesse maintenant, qu'il ait le temps de revenir. A priori, s'il y a juste le ménisque sans les ligaments qui soient touchés, on en aurait peut-être pour 2 à 3 mois. Le temps de se remettre dans le bain et peut-être espérer être présent pour l'Euro. Pourquoi pas? C'est vrai qu'il faut se rappeler. Faut se c'est rappeler, pour l'été prochain l'Euro. Hein. Oui, c'est ça. Il avait Donc, été moi, je pense retardé que, Normalement. voilà. Mais normalement, si les ligaments ne sont pas touchés, il devrait pouvoir jouer l'Euro si, bien entendu, il enchaîne les matchs. Il reprend un rythme normal, voilà, parce qu'il faut reprendre le rythme après 3-4 mois d'arrêt, c'est compliqué sans savoir été en compétition. Donc Ouda, je le disais, l'équipe d'Espagne qui va jouer donc 3 matchs, un amical et 2 matchs de la Ligue des Nations. Et justement, la principale nouveauté de cette équipe d'Espagne est la convocation de Marcos Llorente, le milieu offensif de l'Atlético Madrid, pour la première fois de sa carrière. Il fait partie du groupe annoncé par Luis Enrique le vendredi dernier pour disputer les prochains matchs de la Roja. D'abord face aux Pays-Bas en amical le 11 novembre à Amsterdam. Ensuite pour les 2 matchs de la Ligue des Nations contre la Suisse le 14 novembre et contre l'Allemagne à Séville 3 jours plus tard. Avec 4 buts à son compteur cette saison, Llorente va découvrir la sélection espagnole sous les ordres de Luis Enrique. La Ligue des Nations, dans le groupe d'Espagne, donc c'est l'Espagne, l'Allemagne, l'Ukraine et la Suisse. L'Espagne est première du groupe avec 7 points, l'Allemagne juste derrière avec 6 points, comme l'Ukraine, et le groupe est fermé par la Suisse. Donc c'est 2 matchs importants pour l'Espagne qui avait joué la saison dernière mais qui n'avait pas fait énormément de choses. Est-ce que ça aura un intérêt particulier, en fait, cette Ligue des Nations? Oui, c'est un intérêt. Pourquoi? Parce que ça permet en fait à Luis Enrique de faire un véritable turnover. J'en parlais avec un ami qui est aussi supporter de l'équipe d'Espagne et il disait que quand on voit le nombre de joueurs utilisés par Luis Enrique avant donc le début d'une compétition, parce que Luis Enrique n'a pas eu de compétition officielle encore jusqu'à présent. En fait, voilà, il cherche, il trouve pas. Il trouve pas, il est en rodage. Sauf que dans sa tête, je pense qu'il a une idée bien précise et que pour le moment, les joueurs qu'il veut utiliser ne sont peut-être pas au meilleur de leur forme. Et que petit à petit, l'étau va se resserrer. Contrairement à Didier Deschamps, qui lui est très pragmatique, il prend les mêmes gens, il fait très peu de changements. Alors il va peut-être faire des changements de poste, mais moi je pense qu'il vise un... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, je vais poser la question à Alisson. Tu dis il est en rodage. Je ne pense pas qu'il est en rodage. Il est en train de préparer
une équipe pour le mondial 2022, voire 2026. Parce qu'il est en train effectivement d'utiliser beaucoup de jeunes joueurs. Oui. Adama Traoré, qu'il a fait venir débuter, Ansu Fati, donc on parle Marcos Asensio avait déjà joué avec l'Espagne, mais Oyarzabal, Merino, donc Torres, donc en fait, à mon avis, il n'est pas en rodage. Il est en train de préparer l'équipe d'Espagne pour les prochaines échéances internationales d'importance, soit 2022, soit 2026. Il est en train de préparer son équipe, son 11 type plus son banc, certes, mais je pense qu'il est en train de chercher la bonne solution. Quand on teste énormément de joueurs, quand on fait un turnover autant qu'il le fait, je pense que c'est pour trouver la solution qui fera passer ce cap à l'équipe d'Espagne. On l'a dit, hein, l'équipe d'Espagne dans la dernière Ligue des Nations, c'était vraiment bof, c'était moyen. Quel héritage aussi quand tu vois les joueurs, quel héritage. Xavi, Iniesta, David Villa. C'est dur de se relever quand on était au top. En fait, il y a eu comme un peu les Pays-Bas. L'Espagne était aussi comme les Pays-Bas, c'est-à-dire en phase de. Aussi l'Angleterre, on peut l'inclure en phase de reconstruction, en phase de. On cherche les jeunes, on cherche les remplaçants pour réarriver au top. Donc forcément, moi je trouve que Luis Enrique est encore en rodage, même s'il a une petite idée derrière la tête, il se cherche encore. Justement, Fred, pour terminer, beaucoup de jeunes qui sont appelés par Luis Enrique, et on va parler notamment de Valence. Donc, il y a Carlos Soler, il y a Gaïa. Non, Carlos Soler, pas encore. Pas encore, mais il va venir très rapidement sur l'équipe nationale. Mais il y a notamment Gaïa aussi. Rodrigo qui est parti. Rodrigo qui est parti parce qu'on a beaucoup vendu. Mais donc, les jeunes de Valence commencent à faire sa petite place du côté de l'équipe d'Espagne. Bah, c'est vrai que la Roja, avec Rubiales comme président, a eu quand même des temps un peu compliqués entre Robert Moreno et Luis Enrique, que Luis Enrique, malheureusement, quand il a perdu sa fille, a laissé Moreno prendre la relève. Moreno voulait faire l'Euro et il y a eu un clash entre les deux qui travaillent ensemble depuis toujours. Pour revenir sur les joueurs de Valence, c'est vrai que Gaïa, sa place en sélection, il le mérite, et c'est vrai que je suis content qu'il reste à Valence, mais si à Valence il ne jouait pas avec la Roja, j'aurais été triste pour lui, j'aurais voulu qu'il change de club. Rodrigo a ce rôle de 9,5 avec la Roja, et il semble partir pour être titulaire, malgré la bonne saison de Morata, malgré la bonne saison de Paco Alcácer ou Porto. Et voilà, je souhaite aux joueurs de Valence de réussir en sélection, mais malheureusement, je pense que ça va arriver de moins en moins. Après, voilà, Ferran Torres, c'est un joueur qui est prêt pour le haut niveau, qui a la tête sur les épaules, et je ne doute pas qu'il fasse du bien en sélection avec la Roja. Alors, vous aurez l'opportunité de voir tout ça donc le 11 novembre, donc demain, mercredi, puisqu'il y a le match amical Pays-Bas-Espagne. Et puis, samedi, c'est la Suisse face à l'Espagne. Et puis, en Andalousie, le 17 novembre, à Séville, l'Espagne reçoit l'Allemagne. On est arrivé au terme de cette émission de Inside Liga, qui a été assez dense, assez longue par rapport à la première, mais il y avait beaucoup de sujets à traiter. Et je vous invite à nous revoir la semaine prochaine, mardi prochain, à 22h. On sera de nouveau avec vous, avec une page spéciale sélection espagnole, parce que la Roja joue en Ligue des Nations. Merci, hasta la semana que viene.